Et sinon, vous allez avoir des problèmes par la suite et vous allez devoir revenir en arrière, ce qui est extrêmement frustrant. Le code qui est biodégradable. Ah oui. Ça arrive souvent, vous développez une fonctionnalité, vous la laissez tranquille pendant un moment, vous continuez à développer le jeu, vous revenez, elle marche plus. Vous savez pas pourquoi. Dans un jeu, il y a tout qui communique plus ou moins, donc il suffit que vous ayez modifié quelque chose sur le personnage principal et du coup le système d'interaction devenait plus valide, etc. Donc toujours pareil, il faut savoir que chaque fois que vous développez une fonctionnalité, c'est un poids en plus en fait. Quand vous allez continuer à développer votre jeu, vous allez peut-être vous rendre compte que cette fonctionnalité n'est plus compatible avec le reste. Donc il faut vraiment que vous pensiez à l'avance ce genre de problème. Et ça, c'est par l'expérience qu'on gagne, on ne peut pas vraiment faire autrement. Donc essayez de faire simple souvent, essayez de prototyper le plus loin possible, et une fois que c'est bien prototypé, vous gardez ce que vous gardez et vous le mettez bien, quoi. Vous faites un système qui fonctionne. Le nombre de systèmes que j'ai fait et qu'on n'a pas gardé, c'est très frustrant. Il y a une montagne. Mais c'est comme ça qu'on apprend, c'est aussi comme ça qu'on apprend, qu'on expérimente et qu'on fait évoluer, maturer son jeu, un peu. Comme un bon vin. Juste pour savoir, il vous reste combien de temps encore Mais je dirais 10 petites minutes. 10 minutes Ouais, un truc comme ça. Ouais, je vais prévenir les autres. Ok, mais ouais, ça va. Un truc aussi, c'est la communication entre les artistes et les développeurs. En général, il y a un truc entre les deux, c'est technical artiste. Mais dans les boîtes, dans la télé qu'on a, on n'a pas ce genre de personnes. En fait, chacun est un peu polyvalent, donc du coup, ils ont chacun leur rôle. Mais en fait, il faut aussi être clair avec les artistes du style, moi, par exemple, pour le son, je peux l'intégrer comme ça, je peux donner telle valeur, je peux donner l'accélération de la voiture pour que toi, tu puisses faire gérer le son de manière à ce que le son tourne plus vite ou non. Toutes ces informations-là, en fait, à chaque fois, c'est lié à la programmation. Et ça, c'est assez chiant parce que vous avez votre code qui marche bien et vous rajoutez des petites branches comme ça pour aller vers tout ce qui est artistique, en fait. Donc le son, les images, tout le tralala. Et ça, il faut vraiment que vous ayez l'artiste à côté pour que vous communiquiez. Donc c'est presque lui, il comprend pas votre problème. Il comprend pas que vous n'avez pas la variable qui va pour que son son fonctionne. Donc c'est vraiment beaucoup de communication. Donc dans une équipe, c'est très important de communiquer. À chaque fois, parfois vous allez prendre plus de temps en fait à exprimer ce que vous voulez que quelqu'un fasse. Et vous allez prendre plus de temps du coup à exprimer cette idée que cette personne va prendre de temps à le faire. Vous allez passer plus de temps à diriger la personne en gros, alors que si la personne avait eu directement en gros l'info, elle aura passé beaucoup moins de temps à le faire. Mais vous êtes obligé de passer ce temps-là parce que les gens sont pas dans votre tête, quoi. C'est le principe de la direction. Et du coup, sous-estimez surtout pas aussi le travail de direction. Quand vous avez quelqu'un qui a moins de compétences que vous et qui est sur un domaine, vous allez passer beaucoup de temps à le diriger, à lui dire fais ça plutôt comme ça, voilà je verrais ça plutôt ça comme ça. En fait, vous allez faire beaucoup de va-et-vient sur le truc qui est en train de développer la personne, et vous allez beaucoup la suivre, ça va vous bouffer énormément de temps vous sur votre propre travail. Donc voilà, sous-estimez pas ces trucs-là. La direction c'est très important, mais il y a aussi le fait de dire à l'avance ce qu'on veut. Par exemple en programmation, on peut savoir que le son va être découpé de telle manière. Il faut d'abord que vous allez vers votre ingé son et vous lui dites voilà, moi j'ai besoin que tu me fasses 3 sons, le début, le milieu qui tourne en rond et la fin. Et lui c'est pas forcément intuitif pour lui, donc il faut vraiment que vous soyez clair, que vous lui montrez pourquoi. Et ça il faut le faire avant, parce que s'il a déjà fait son son et que vous me dites maintenant tu me découpes en 3, il va tirer la gueule. Ouais, c'est ça c'est vraiment de l'organisation au niveau de la direction, et c'est de bien détailler un maximum les tâches, et d'où la nécessité de connaître, de maîtriser en fait tous les aspects. Si vous voulez faire de la direction sur quelqu'un, sur un sound designer qui sait pas trop utiliser un moteur sonore ou comment vraiment fonctionne un jeu vidéo, passez du temps à faire du sound design vous de votre côté, comme ça vous allez pouvoir lui dire écoute il faut que tu fasses ça. Vous n'allez pas forcément être plus compétent que lui en sound design, mais au moins vous avez on va dire une base pour le diriger, pour lui dire écoute je sais que ce son là il faut plus que tu le fasses comme ça, le découper en 3 ou des trucs comme ça. Petit dernier truc là, parce que je crois qu'il y a des gens qui sont arrivés, la prochaine conférence va commencer. Je pense qu'on a oublié de parler aussi de l'importance d'avoir un lieu de travail qui n'est pas chez vous, surtout pour tout ce qui est autodidacte. En fait, ça va vraiment vous motiver. Trouver un open space. Ça va vraiment amener une sorte de dynamique vraiment positive. Enfin, pour nous, ça a été révélateur quand on est passé de chez nous à discuter avec les gens via Discord, à diriger les gens à distance et à un studio physique. C'est fou comme la productivité a augmenté. Et du coup, on s'est rendu compte que même si le studio physique, ça a un coût, ça a des loyers, ça a du matos,
ça a quand même un sacré investissement. Bah, sur le long terme, c'est vraiment plus rentable et ça va vous faire progresser beaucoup plus vite. Et ça va mettre une sorte de synergie aussi de groupe. Sur le moral, c'est sur le moral de l'équipe, c'est vraiment avec plaisir, il y a des horaires, etc. Il n'y a rien qui vient en fait nous gêner dans notre travail, on est concentré, c'est vraiment mieux. Donc ça, on vous conseille de le faire. Un petit dernier truc que je vous propose de faire, c'est éventuellement de dire, si vous avez un projet, peut-être nous donner nous décrire vite fait, et nous, avec notre expérience, vous dire en fait juste les postes dont vous allez avoir besoin. Parce que je suis sûr, on est quasiment sûr que vous avez peut-être oublié certains trucs, notamment sur les postes de direction, ou sur les postes, tout ce qui un peu change, la gestion, tout ça. Vas-y. Tu me vises. Non, pas du tout, je ne vise personne. Mais donc du coup, si vous voulez le faire, je pense que ça peut être intéressant un peu pour tout le monde, histoire que tout le monde se rende compte un peu de l'ampleur en fait qu'est un projet de jeu vidéo. Parce qu'il y a plein de domaines de compétences qu'on soupçonne parfois même pas. Donc, est-ce que vous voulez le faire? Quelqu'un qui se lance? Le truc est vraiment trop diffus pour moi. Ok, ça marche. Mais... J'avais une autre question aussi. Vas-y. Bah, tout simplement sur tout ce qui est test, parce que tu disais, dès qu'on utilise une fonctionnalité, on se rend compte que celle-là, le bout ne marche plus. Comment vous en rendez compte? Vous faites des tests unitaires à chaque fois, ou c'est des tests globaux? On peut pas se permettre de faire des tests unitaires, parce que je suis développeur et ça me prendrait du temps de le faire. Mais comment on s'en rend compte? Notre jeu en fait ça va, il n'est pas trop étalé, donc on n'a pas de problème trop là-dessus. On a un jeu où on touche quasiment toutes les compétences dès qu'on lance une partie en fait. Toutes les compétences, pardon. Toutes les fonctionnalités. Donc on n'a pas trop ce problème-là. On s'en rend compte assez rapidement et on fait avec quoi, tout simplement. C'est vrai que du coup, si tu as un jeu qui est plus étalé, avec vraiment une histoire, un truc comme ça, un cours du jeu qui est beaucoup plus long, avec des fonctionnalités qui apparaissent au fur et à mesure, là il va falloir faire des tests unitaires. Parce que là, c'est le gameplay qui est lancé à chaque partie. Ouais. En fait, ce que tu vas essayer de faire, c'est recréer la condition de jeu sur vite fait une map test, un truc comme ça, et essayer de voir si la fonctionnalité marche. Et les tests, c'est extrêmement important. Nous, on va bientôt augmenter justement, on va recruter quelqu'un qui va s'en occuper. Ouais. Et c'est extrêmement important en fait d'avoir des retours sur. Pour ça, c'est bien si tu es un développeur, toi tu vas t'occuper des tests. En fait, c'est vraiment beaucoup de temps les tests. C'est vrai. C'est quelque chose auquel on ne pense pas. Je vous avais déjà pensé, mais peut-être vous avez oublié des trucs. On disait que le temps de développement c'est extrêmement dur à prévoir. Les tests, quand les tests reviennent et qu'il y a plein de bugs, oui, ça rajoute du temps. C'est ça. C'est vraiment un peu chaotique là-dessus. Peut-être d'autres questions? Je sais pas si ça peut vous rassurer, mais c'est un peu plus de 5 projets pour un ratio. Les fonctionnalités de base. C'est ce qu'on dit dans le jeu vidéo, quand tu penses avoir fini 98% de ton jeu, c'est qu'il te reste encore 98%. Oui, mais après, est-ce que ça vaut le coup 80-20, l'utilité de... C'est peut-être un peu exagéré, mais c'est bien de penser ça comme ça. Ouais, c'est ça. Faut vraiment imaginer qu'il y a plus en fait. Être plus pessimiste que se dire en mode nous on s'est dit un peu parfois. Se tromper en imaginant qu'il y a plus, c'est pas grave parce qu'on va se rendre compte non en fait ça va. Par contre si on fait l'inverse là c'est catastrophique parce que putain il reste tellement de trucs à faire, je vais jamais pouvoir y arriver. Donc parfois vous allez forcément être un peu plus. Nous ça nous est arrivé de ne pas être pessimiste du tout sur certains trucs et de nous voiler un peu la face, mais c'est normal aussi, c'est parce qu'il faut garder la motivation. Il y a plein de désillusions qui arrivent au début en fait, quand on rentre vraiment dans l'art et qu'on développe quelque chose, on se rend compte en fait ça prend un temps fou et que ce qu'on avait imaginé était beaucoup trop ambitieux, il faut réduire, il faut se concentrer sur l'essentiel, faire simple. Voilà. D'où l'importance du test, rentrer dans le concret, expérimenter, game jam, prototype, tout ça. Game jam, c'est vachement. Ouais. C'est grâce à ça qu'on fait un FPS par exemple. On a fait une game jam, on se rend compte que c'est développer des FPS, c'était mieux que de faire des top-down shooters. On a jeté un monde non, parce qu'en fait, en 48 heures. Non, parce qu'on a développé plein de compétences. Et oui, c'est vrai qu'il y a des modèles 3D qu'on a enlevés, bien sûr. On a perdu des trucs. C'est pas grave. C'est jamais une perte, c'est jamais un échec, c'est toujours de l'évolution. Attention, l'expérience, c'est ce qui fait tout. Voilà. Développer votre expérience au maximum. Autre question? Non. Okay. Est-ce que vous avez trouvé des réponses justement à ce que vous vous demandiez, à ce que vous attendiez dans cette conférence? Ouais. Oui, c'est bien. Tu redeviens employé du mois. Le financement, je crois qu'on en a déjà parlé ensemble. Ouais. Au niveau des éditeurs, en fait, à quel moment vous pensez Ah oui, les éditeurs, effectivement. Un éditeur dire est-ce qu'on a limite envie de mettre des. Il y a énormément de jeux indépendants qui tiennent la route grâce à des éditeurs. Les éditeurs, il faut savoir qu'ils sont quand même assez frileux en ce moment,
surtout qu'il y a plein de projets qui leur viennent dans les bras. Du coup, ils sont suroccupés à dire oui à des projets, à être sur